parler de dispositifs de formation. Je voudrais simplement réfléchir à la façon dont on peut intégrer différentes modalités d'accès aux ressources humaines, ressources numériques, dans des dispositifs et essayer de donner des clés. Je ne vous donnerai pas de recettes, mais quelques clés pour essayer de comprendre les dispositifs existants et aussi quand on est amené à en construire de nouveaux parce qu'on a parfois des commandes. Et je vais aussi beaucoup parler, vous le verrez, vous m'entendrez, des liens entre l'institution et le terrain, parce que souvent on a des demandes et on utilise les mêmes mots, mais on ne donne pas le même sens. Donc, en particulier sur l'autonomie, il faut qu'on soit très prudent sur la façon dont on définit ces notions. Donc voilà, j'avais conçu un petit peu mes interventions en deux temps, aujourd'hui un peu plus théorique, on va dire, réflexive, et en atelier montrer de l'intérieur certains dispositifs et la façon dont les apprenants les abordent, parce que ça n'est pas forcément toujours facile de développer l'autonomie des apprenants, et eux-mêmes ne sont pas forcément demandeurs. Donc on va essayer de regarder aussi ces aspects-là. Donc maintenant, je vais revenir un petit peu en arrière, un petit peu dans l'histoire récente, des années 2000, donc, sur les contextes d'enseignement-apprentissage des langues en France et en Europe, qui permettent de comprendre où on va. On ne peut pas parler d'où on va si on ne sait pas d'où on vient. Donc je vais déjà revenir assez rapidement sur cette question. Proposer donc quelques notions didactiques sur lesquelles nous appuyer pour aborder ces questions. Proposer la modélisation des séances de droit pour faire peur, c'est un outil pour penser dans et en amont de l'action. Alors évidemment les modèles, chacun en a, ne sont pas forcément lisibles par tous, mais je vais quand même essayer de vous montrer comment ils pourraient être utiles pour, disons, décrypter parfois des éléments de dispositifs dans une approche systémique et revenir à la fin sur les éléments qui me semblent clés, en tout cas, à prendre en compte quand on arrive dans un nouveau dispositif ou quand on doit le monter. Alors avant, je vous disais qu'on ne peut pas échanger sans savoir d'où on vient. Donc je voulais simplement rappeler que Lille est maintenant dans les Hauts-de-France et que je viens d'une université qui a fusionné. Peut-être connaissiez-vous Lille 1, 2, 3. Vous vous demandez de laquelle je viens, mais il n'y a plus de numéro. Voilà, nous sommes une grosse université. On voit bien depuis Shanghai, paraît-il. Donc voilà, l'idée est de fusionner. Et donc, nous sommes au cœur de l'Europe. Alors peut-être le complexe de Lille, c'est de n'être ni Paris, ni Londres, ni Bruxelles, mais d'être, la fierté, ça sera d'être au milieu, donc facile d'accès. Lille est aussi la capitale du design l'année prochaine, enfin cette année, on est en 2020. Et le thème est transformer son territoire par le design, et j'avais envie de détourner un petit peu ça en disant transformer son apprentissage par l'autonomie, hein, donc donner des clés d'autonomie à nos apprenants. Le centre de langue dont on vous a parlé, je vais y aller très très vite, comprend deux pôles. Le pôle des langues avec 23 langues que l'on propose aux étudiants, donc évidemment une variété assez grande. Un pôle qui s'appelle le défi, donc c'est un nom apparemment qui est vraiment d'actualité, le français à l'international. Et puis nous travaillons aussi sur les certifications, hein, le DELF, le DALF, d'autres certifications, et surtout nous avons plusieurs centres de langue dans lesquels on met en place justement des activités qui viennent en complément, en articulation avec le présentiel, et dans lesquels on va monter des projets dont je vous parlerai. RANACLES, juste quelques clés, puisqu'on vous a donné des sigles. Donc on réunit une soixantaine de centres de langue. Vous connaissez peut-être la DQF, qui réunit plus spécifiquement les centres de FLE. RANACLES est complémentaire avec les centres où il y a un choix de langues diverses et variées. Alors, pour revenir maintenant, enfin, pour aborder vraiment le cœur de cette conférence, retour sur le contexte d'enseignement-apprentissage des langues en Europe, je vais revenir dans les années 2000, donc c'est pas bien loin, mais finalement c'est quand même déjà 20 ans qui se sont passés, et voir les effets que ça a eu justement sur les éléments qu'aujourd'hui on met en avant pour développer de nouveaux dispositifs, en mettant en avant l'autonomie en particulier. Donc, mobilité étudiante, je vais passer assez vite, vous connaissez ce qui s'est passé. Développement des usages du numérique aussi, hein, à cette période qui a bouleversé la diffusion des connaissances, les modalités d'accès aux connaissances, et
J'entendais tout à l'heure TV5 qui insistait sur le fait qu'en temps réel, on peut immédiatement avoir des ressources. Mais comment fait-on quand on est enseignant pour les intégrer en temps réel? Souvent, les apprenants y ont eu accès avant même qu'on les intègre. Donc, on va réfléchir aussi à ces nouveautés tout va beaucoup plus vite. Et on doit en tenir compte quand on monte les dispositifs. On ne peut pas faire comme si nous étions les seuls à pouvoir leur donner l'accès à ces ressources. Politique linguistique européenne. Alors évidemment, l'Europe, on a aussi le Brexit entre-temps, donc c'est évidemment un terrain fragile. Et les politiques linguistiques ont toujours des effets sur les pratiques, mais donc on va être vigilant aussi là, sur ce qui va se passer. Les outils, vous le connaissez avec déjà des ajouts, et ce qui a vraiment contribué au développement de dispositifs favorisant l'autonomie. Alors l'autonomie, justement, à une époque, était peut-être vue comme une façon de faire des économies, et je voudrais vraiment insister sur je vais vous donner des définitions pour contrer cette idée qu'on va faire de l'économie de moyens par l'autonomie, parce qu'elle va être guidée, elle va être accompagnée, et l'enseignant doit y trouver sa place. Donc c'est pour ça qu'il est important de bien arriver à définir les termes, pour ne pas se laisser emmener vers de l'autodidactie, c'est tout à fait autre chose, où là il n'y a plus la place pour l'enseignant. Donc je ferai, j'espère, toujours attention à bien dire autonomie guidée, accompagnée, autoformation guidée, accompagnée par un enseignant, un tuteur, un enseignant qui a un rôle de tuteur, on verra tout ça. Alors je vais continuer. Donc les effets concrets, ça a été de passer de formation universitaire basée sur des connaissances à enseigner vers des compétences à faire acquérir. Donc ça a permis de vraiment déjà changer le paradigme, passer vraiment du côté de l'apprenant et réfléchir aux modalités pratiques de mise en place de ces compétences. Permettre l'individualisation des parcours de formation, c'était l'objectif. À partir de semestres capitalisables, vous savez peut-être qu'on travaille avec des ECTS, des crédits, ce qui en théorie permet d'aller partout du moment qu'on a son nombre de crédits. Ça c'est théorique, mais ça veut dire aussi que dans le crédit, on comptabilise le temps de travail étudiant. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la comptabilisation simplement du face-à-face pédagogique, mais on est aussi dans la comptabilisation du temps étudiant, du temps apprenant, et ça va nous permettre justement de nous emparer de ce volet-là pour développer des moments qui ne sont pas encadrés dans le face-à-face pédagogique, mais qui sont préparés en amont par l'enseignant. Logique de certification montante, on est très inquiet, je dirais presque actuellement, parce que justement il y a eu des décrets avec le plan licence en France, où on parle de l'obligation d'une certification, mais une certification en anglais. Donc on vient d'entendre la conférence sur le plurilinguisme, et donc c'est quand même assez, voilà, c'est un petit peu contradictoire avec une Europe plurilingue. Économie de la connaissance, on est parti aujourd'hui vers plutôt les compétences, et donc je vais parler des systèmes capitalisables. Voilà les derniers éléments avec l'arrêté licence, et là je vais m'emparer de quelques termes pour qu'on s'approprie ces termes politiques et qu'on puisse nous les transformer en termes didactiques. Donc l'arrêté licence, j'ai mis en caractère gras ce qui m'intéressait. Donc l'idée c'est de viser un ensemble de connaissances et compétences, comprenant notamment des compétences linguistiques. Bon, là, jusque-là ça va. Renforcer les capacités d'apprentissage autonome. Donc l'autonomie commence à être reconnue, mais qu'est-ce qu'on met derrière? Donc c'est peut-être à nous de nous approprier ces termes pour bien définir les attentes. Demande de certification, je viens de vous en parler, pour l'obtention de la licence, et donc on pourrait conditionner l'obtention du diplôme à un niveau de certification. À aucun moyen on ne parle de moyens, enfin à aucun moment, pardon, on ne parle de moyens, donc il faut être vigilant. Et il peut s'agir en particulier d'un certificat attestant du niveau en langue. À ceci a été ajouté le cadre national des formations, et on nous demande de mettre en place des actions d'accompagnement pédagogique avec des parcours de formation personnalisés. Donc pour personnaliser, effectivement, peut-être laisser des temps de travail en autonomie guidée peut permettre d'adapter au mieux nos contenus de formation.
On reste sur la maîtrise d'au moins une langue étrangère, rien n'a changé depuis les années 2000, sans spécifier de niveau, ce qui évite d'octroyer des moyens aussi. Et on encourage les dispositifs hybrides, donc ça laisse encore une fois la place à des modalités peut-être innovantes, en tout cas de temps de travail variés, avec l'alternance d'activités pédagogiques en présentiel et à distance, ou totalement à distance. Alors là-dedans, quelle place donnons-nous à l'innovation? Alors là aussi, un petit retour historique. Pendant longtemps, l'innovation n'était pas prise en compte dans la carrière, je dirais, de l'enseignant. Et c'était souvent des pionniers. On a tous mis en place des dispositifs de façon artisanale, au sens noble du terme. On a été bricoleurs, passionnés, experts, mais il arrive un moment où ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'on va s'épuiser, même si Albero disait que c'est dans l'inconfort qu'on stimule le processus de création. Donc, vous pouvez y voir un côté positif, mais à un moment donné, les énergies s'épuisent, hein, il faut la reconnaissance. Et donc, on est passé, ces dernières années, du bricolage à l'industrialisation. Et on peut voir 3 étapes dans les montages de projets. Des moments où on a des équipes pionnières qui agitent des idées. Dans un deuxième temps, il faudrait arriver à une période de reconnaissance, d'attribution de moyens, et puis finalement une période d'institutionnalisation où l'invention est reconnue et peut même être transférée et faite par d'autres. Donc on a vu dans ces moments-là aussi l'intégration des technologies numériques, enfin TIC, des TIS, du numérique, ça dépend comment on l'appelle, qui ont pu être révélateurs, plutôt que Marie-Josée Barbeau parlait de révélateurs de pratiques, plutôt que de déclencheurs. C'est-à-dire qu'évidemment, il ne suffit pas d'intégrer des éléments numériques dans son parcours de formation pour que ça soit complètement innovant. Aujourd'hui, on parle d'ailleurs plutôt de transformation, c'est-à-dire que, voilà, on essaie de faire évoluer plutôt que de repartir de zéro, et c'est géré de façon très cadrée par l'institution, avec maintenant des services dédiés et des appels à projets plus, disons, plus directifs, beaucoup plus cadrés. Donc il y a 2 logiques de projets qui peuvent cohabiter, une logique ascendante, une logique descendante, agitation d'idées qui demande à être reconnue par l'institution pour pouvoir être pérennisée, parce que sinon on s'épuise, et puis sinon ça reste réduit à un petit groupe d'utilisateurs, et une logique descendante où il y a une injonction d'innovation, de conception de dispositifs, et peut-être finalement le terrain n'était pas demandeur de ce type d'innovation. Donc l'idéal, c'est quand les deux se croisent. Donc je ne sais pas comment se passent les appels à projets dans le cadre des alliances françaises, mais vous devez évidemment connaître ces différentes modalités. Alors j'aimerais juste, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, faire proposer une relecture au niveau institutionnel, politique, macro-éducatif, essayer de comprendre comment on peut mettre ça en place au niveau d'une structure, telle qu'une alliance française peut-être dans une ville, au niveau méso-éducatif, et au niveau micro, comment ça se passe sur le terrain. Et puis aujourd'hui, il y a des éléments qui surgissent avec des éléments évolutifs, inattendus, et des éléments qu'on doit... Alors, on va se poser la question, peut-être en atelier, comment donner la place aux pratiques dites informelles. Donc les pratiques informelles, c'est justement les pratiques en langue qu'ont nos étudiants en dehors du cours. Ils utilisent et téléchargent des applications. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on le laisse en dehors du cours? Est-ce qu'on essaye de les intégrer? Mais à ce moment-là, c'est plus informel. Comment articuler ces temps de formation qui existent, qui sont riches d'apprentissage, mais donc, est-ce qu'on doit s'en emparer? Est-ce qu'on le laisse en dehors? Donc ce sont de nouvelles questions qui surgissent maintenant avec la récurrence de toutes ces applications de langue type Duolingo, Babel, etc. Je ne peux citer que quelques-unes. Donc, à ce moment-là, je voudrais parler du centre de ressources en langue, centre de langue, peut-être différents noms, en tout cas un espace où on peut mettre en place des ateliers, du tutorat, des tandems linguistiques. Quel est le rôle que peut jouer le CRL? Il peut être soutien à des pratiques d'apprentissage innovantes,
appuyer sur le développement de l'autonomie, individualisation des contenus et développer aussi les compétences d'interaction, puisque de plus en plus nos étudiants, nos élèves ont accès à des locuteurs de la langue qu'ils sont en train d'apprendre en dehors des cours. Comment faire pour valoriser tout ça pour que alors on parlait tout à l'heure dans la conférence précédente de changer les représentations, hein, de changer de... Et là aussi, peut-être changer les représentations de nos apprenants qui pensent que ça n'a peut-être pas beaucoup d'importance. Quand on leur demande de remplir un portfolio, par exemple, ils oublient souvent de nous dire je suis allé en vacances alors je ne sais pas où, ici pour donner en Amérique latine, peut-être ils sont allés en Argentine, ils ont eu un contact avec l'espagnol, peut-être ils y vont régulièrement et ils ne pensent pas à le mentionner dans les contacts qu'ils ont eus avec la langue. Donc comment faire pour qu'on reconnaisse et qu'on justement décloisonne, hein, comme on vous le proposait tout à l'heure dans la conférence sur le bilinguisme, pour qu'on intègre davantage ces pratiques qui sont des éléments structurants pour l'apprentissage des langues. Donc vous voyez qu'on a des petits éléments parcellaires et qu'on va essayer de prendre en compte parce que tout ça fait le parcours d'apprentissage, tout ça fait qu'on a un apprenant en langue qui a des connaissances mais qui souvent ne les reconnaît pas. Et souvent aussi les enseignants, nous-mêmes, nous avons du mal à les reconnaître comme aussi valide que ce qu'on propose en cours parce que ça n'a pas été structuré, planifié. Ce sont des petits éléments qui surgissent et comment faire en sorte que ça soit bien pris en compte dans le parcours parce que sans aucun doute ça contribue à l'apprentissage et à la progression en langue. Donc peut-être envisager le CRL comme un centre de ressources ou l'espace de formation en complément du cours, comme un espace de continuité entre ce qui est institutionnel, les cours qui sont structurés dans lesquels vous intervenez, et des pratiques qui sont à l'extérieur, mais qui sont tout aussi valides et enrichissantes pour le parcours de formation. Alors, bon, la petite illustration, hein, donc, il y a bien des ressources numériques, matérielles, il y a des pédagogies, il y a des abords, c'est quand même important aussi de voir qu'est-ce qu'on met en avant. Il y a des ressources humaines et il y a aussi des étudiants, des apprenants dont on peut tirer parti pour, par exemple, les tandems, hein, reconnaître la langue de l'autre et structurer tout ça. Hein, alors je ne sais pas si le tandem est un concept que vous maîtrisez tous, donc on met en rapport deux étudiants de deux langues différentes et dans une approche réciproque, une demi-heure, on va dire, dans une demi-heure dans l'autre, ils échangent, chacun dans sa langue, et ça va conduire à des moments d'interaction réels, authentiques, et qui sans jugement, sans évaluation au final, mais qui vont permettre de développer des temps de prise de parole, qui est finalement ce qui peut parfois manquer. Hein, donc, le but étant de développer toujours davantage les temps de pratique. Donc peut-être aussi passer les représentations sur le CRL, le centre de ressources. Alors on parlait peut-être dans les années 60 de médiathèque, c'est-à-dire qu'on proposait que des ressources, puis on est passé au CRL dispositif, on propose des ressources et un accompagnement. Et puis j'ai envie de parler de CRL méga dispositif, c'est-à-dire qu'on propose différents dispositifs. C'est-à-dire justement, il y a des ateliers encadrés, il y a des temps pour le tandem, il y a des sessions d'intercompréhension, par exemple, des choses comme ça. Donc tout ça, ce sont des dispositifs. Le dispositif étant plus qu'une ressource, c'est la ressource avec les usages prévus et conçus par les enseignants. C'est-à-dire que même si ces temps d'apprentissage se font sans notre présence, ça a bien été conçu par l'enseignant. Donc ça reste une ressource qui doit être reconnue par l'institution, qui va enrichir le parcours de formation. Et aujourd'hui, effectivement, comme je vais peut-être aller provoquer un petit peu, c'est-à-dire que l'accès aux ressources, l'accès à la langue, il peut se faire sans nous. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'en ligne, on peut trouver beaucoup de choses,
Mais par contre, on a encore besoin de nous pour tout ce qui va être la métacognition, l'organisation de l'apprentissage, la structuration. Hein, donc peut-être le CRL deviendrait un centre. En France, on a beaucoup parlé de Learning Center. Donc, je ne sais pas, il n'y a pas de traduction, on utilise le terme en anglais, ce qui est peut-être un petit peu dommage. Mais en tout cas, de centre où on peut développer la métacognition et le apprendre à apprendre. Je vais passer pour revenir au concept maintenant. J'en suis à la partie plus didactique. Pour revenir sur ce que... bien définir ce qu'est l'autonomie, qui peut être la clé du changement de paradigme, c'est-à-dire vraiment avoir un apprenant autonome. Ce sont dans les directives qu'on voit aux différents niveaux institutionnels. Donc l'autonomie est envisagée comme une capacité individuelle, inhérente à chacun, qui va permettre de choisir la façon d'agir, de prendre en main son apprentissage. Plutôt que de parler d'autonomie, je préférais parler d'autonomisation, puisque l'autonomie doit être considérée comme un processus qui n'est jamais fini. On n'est jamais complètement autonome, on va toujours se trouver face à des situations nouvelles auxquelles il va falloir faire face. Torché déjà en 1980, l'autonomie n'est pas un concept bien sûr nouveau, c'est quelque chose vers quoi on va, que l'on construit et que l'on ne possède jamais totalement. Mais apprendre, ça s'apprend. C'est-à-dire qu'on peut aussi accompagner cette autonomie qui a un statut un petit peu ambigu parce que ça semble être à la fois une fin, un objectif et un moyen. Donc souvent on est un petit peu démunis parce que si on laisse les étudiants en autonomie, il y a cette représentation qu'on va les laisser tout seuls. Donc c'est peut-être la première représentation à casser de la part de l'enseignant et de la part de l'apprenant, parce qu'on a aussi du mal à lâcher. Mais enseignant souvent, de penser qu'il peut se passer des choses sans... Je titille un petit peu. Donc l'autonomie est bien une fin, mais aussi un moyen, c'est-à-dire qu'on peut penser que certains apprenants qui ne sont pas autonomes ne pourront pas profiter de ces moments-là. Mais on va justement les accompagner, ces moments-là, pour les structurer et leur permettre de développer cette capacité d'apprentissage, cette métacognition, et donner du sens à leur apprentissage. Alors, vous devez souvent avoir des apprenants volontaires qui viennent ici volontairement. Quand on est à l'université, on a parfois des étudiants qui sont là parce qu'il faut être là. Donc là, c'est beaucoup plus difficile, effectivement, et beaucoup plus important aussi de les aider à donner du sens à leur apprentissage. Donc ça va dépendre effectivement des contextes. Donc la question a été résumée par de Mézières en 2005. Faut-il être autonome pour pouvoir travailler en auto-apprentissage, ou vise-t-on l'autonomie par une autonomisation progressive et encadrée? J'aime bien aussi la définition de Germain et Netton qui permettent de bien distinguer ce qu'on entend par autonomie. Et eux parlent de 3 formes d'autonomie: l'autonomie générale, l'autonomie d'apprentissage et l'autonomie langagière. On peut être très autonome dans la vie, mais pas du tout autonome dans notre apprentissage des langues. Donc on n'est pas sur un jugement sur la personne qui ne serait pas autonome. Il faut bien distinguer ces 3 formes. Et l'autonomie langagière, à ce moment-là, serait, si on prend les niveaux du cadre, par exemple, à partir du niveau B1, où on commence, à partir du niveau seuil, à devenir un locuteur qui commence à être autonome. Donc ces 3 formes d'autonomie sont inhérentes, sont présentes, mais pas toujours au même niveau. Et une forme d'autonomie n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que, voilà, si on dit à un apprenant qui n'est pas, on considère qu'il n'est pas complètement autonome en langue, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas autonome tout court. Donc, éviter évidemment de généraliser et de globaliser. Alors, l'autonomie aussi, on peut la développer en notions importantes qu'on va prendre en compte. Il y a une composante psychologique, sociologique, cognitive, culturelle, avec 4 notions qui sont l'identité, la responsabilité, l'agentivité et le contrôle. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? L'identité, c'est, la citation est en anglais, mais c'est comment une personne
s'identifie par rapport à cette proposition qu'on lui fait d'être autonome. Il y a des cultures d'apprentissage et qui font que certains apprenants d'ailleurs, souvent, la plupart des apprenants ne sont pas forcément demandeurs, a priori. Ils sont souvent un petit peu même angoissés à l'idée d'avoir ces moments d'apprentissage où ils doivent eux-mêmes définir des contenus, parce qu'ils n'ont pas été préparés dans des structures d'apprentissage assez contraignantes, assez directives. Hein, donc d'un seul coup, dire définissez vos objectifs, choisissez des contenus, on vous donne un choix contraint et on vous donne un choix quand même, génère souvent un petit peu de stress de la part de l'apprenant, qui n'est pas toujours équipé, justement, à faire ces choix-là. La responsabilité, c'est-à-dire se sentir capable, comme le disait déjà Oleg aussi dans les années 80, la capacité de prendre des décisions, c'est ce que je vous disais, donc relative à son apprentissage. Il faut bien restreindre ça. L'agentivité, c'est, comme le dit Gézégou en français, un moteur essentiel pour l'élaboration d'un environnement personnel d'apprentissage. On est agent, on est acteur de son apprentissage, et donc il faut accepter aussi d'être agent et de se sentir capable de définir ses contenus et avoir le contrôle sur le processus éducatif, la capacité de gérer ces différents éléments. Alors le corollaire de l'auto-formation ou de développement de l'autonomie, ça va être le guidage. C'est-à-dire que, comme je vous disais tout à l'heure, on ne va pas disparaître de ces dispositifs, mais on va parler de guidage, d'étayage, d'accompagnement, élaborer des modalités d'aide et des interfaces entre apprenants et ressources, mettre en place des médiations humaines et matérielles adaptées aux apprenants, adaptées à leurs besoins. Alors Brunner parlait de réduction des degrés de liberté, ce qui peut sembler contradictoire avec l'autonomie, hein, mais cette réduction des degrés de liberté va permettre dans un deuxième temps d'aboutir à une liberté de choix et dans les ressources qu'on va utiliser. Alors on a vu se développer des nouveaux métiers, ou peut-être des nouvelles facettes des métiers, tuteur, conseiller, guide, concepteur aussi, évidemment, développeur, si on utilise le numérique, et pour développer des dispositifs d'auto-apprentissage en institution. J'insiste bien sur le fait que je ne parle pas d'autodidactie, d'apprentissage en dehors de l'institution. Il peut y avoir différents degrés de structuration de ces dispositifs. Je vais en citer quelques-uns. Donc, du travail qu'on va donner à faire de façon, on verra demain, j'essaierai d'illustrer ça, en complément du présentiel. Ça peut être sur plateforme, ça peut être en utilisant les ressources de Télé5 comme je vous montrais tout à l'heure, ça peut être dans les centres de ressources, ça peut être avec du tutorat, ça peut être en plus. Mais évidemment, c'est chronophage, donc il faudra bien mesurer la part qu'on donne à ça. Ça peut être intégré dans le dispositif, c'est-à-dire que le dispositif peut prévoir 20 heures de présentiel et 10 heures de travail en autonomie, qui sont quand même cadrées et évaluées, avec un certain nombre d'heures à faire. Souvent, malheureusement, on part vers du quantitatif, ou alors avoir déjà des dispositifs complètement mixtes ou hybrides. J'entendais tout à l'heure parler de classe inversée, hein, c'est un petit peu le jargon actuel. Hein. On prône beaucoup la pédagogie inversée. Alors ça fait partie des dispositifs hybrides. On a une véritable alternance entre les temps de travail en autonomie et en présentiel. Et puis vers des dispositifs d'auto-formation guidée complets, qui sont souvent plutôt réservés à l'université ou peut-être aux entreprises si on a des contrats avec des adultes, la formation pour adultes, on va dire en général. Et reconnaître le temps de travail avec le recours au pair dans des situations de tandem ou télétandem. Hein, donc ne pas oublier qu'il y a des pairs dans la classe ou à côté de la classe auxquels on peut recourir. Je souviens tout le temps. Alors l'outil qui va nous permettre de développer ces dispositifs, ça va être le journal de bord, qui peut être une toute petite partie, mais disons qu'il
il me semble intéressant que même si on ne change pas fondamentalement la structuration du cours de langue, mettre en place ce journal de bord pour développer la métacognition, pour déconstruire les représentations. Hein, combien d'apprenants continuent à faire des listes de vocabulaire parce qu'on leur a dit que c'était bien de faire des listes de vocabulaire, mais si on leur fait analyser leur profil d'apprentissage, leur stratégie, celles qui leur conviennent, c'est peut-être pas sous cette forme-là. Je parle des listes de vocabulaire, mais il y a plein d'autres choses comme ça qu'on fait, qu'on continue de faire sans se poser la question de savoir si c'est ce qui nous convient pour apprendre. Le journal de bord va donc permettre d'expliciter, va permettre de prendre conscience des processus pour les apprenants, et pour nous aussi d'accompagner l'apprentissage, accéder à cette part qui nous échappe un petit peu, hein, sur la façon dont ils appréhendent leur apprentissage. Avec des formats variés, on pourra voir aussi en atelier comment mener cela. Le petit journal de bord papier étant peut-être celui le plus simple à mettre en place. Alors, journal de bord, ce n'est pas un journal intime. Évidemment, c'est quelque chose quand même de structuré. Et donc, peut-être si on doit se souvenir de quelques éléments clés, c'est spécifier quelles sont les compétences linguistiques qui ont été travaillées. On est parfois surpris, même après un cours, si on leur demande de tenir un journal de bord dans lequel on intègre des situations d'apprentissage, de voir la façon dont ils parlent du cours qu'ils ont suivi. On avait des objectifs et ils ont été appréhendés d'une certaine façon. C'est intéressant de savoir comment ça a été perçu par les apprenants. Quelles ressources ont été travaillées. S'ils ont eu le choix, pourquoi ils ont choisi cette ressource. Pourquoi ils ont choisi de travailler telle ou telle compétence. Quels sont leurs besoins. Pourquoi ils ont travaillé plutôt de la compréhension orale, plutôt des éléments de prononciation ou un point de grammaire. Les difficultés rencontrées. J'ai voulu faire ça, voilà comment ça s'est passé, et c'était trop difficile. Pourquoi? Ou alors, au contraire, j'ai travaillé sur des ressources qui sont, finalement, j'ai pas appris grand-chose parce que ça ne correspond pas à mes besoins. Tout ça, le fait de le verbaliser va permettre de faire émerger des points, des nœuds qui n'émergeraient pas sans cette partie réflexive. Alors, ça demande du temps. Ce qu'il faut peut-être aussi accepter, c'est qu'on ne lise pas tout, mais peut-être plutôt demander un petit bilan, ou en tout cas, ne pas évaluer nécessairement non plus cette part de l'apprentissage. Qu'est-ce qu'ils ont appris? Parce que c'était plutôt culturel, linguistique, apprentissage, des modalités d'apprentissage, et quelle est la prochaine étape? C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont fait ce petit bilan, si c'était eux qui décidaient, ou si ce sont eux qui décident dans les heures qui leur sont octroyées en auto-formation d'idées, qu'est-ce qu'ils vont aborder désormais et pourquoi par rapport à cette ressource. Donc vous voyez qu'on donne la parole, on donne la main à l'apprenant qui n'est plus là seulement pour... il vient en cours, il nous fait complètement confiance, mais il est aussi lui-même sollicité pour avancer dans son apprentissage et ça va le faire rebondir et peut-être remettre en question certains points sur lesquels il ne s'était jamais posé de questions. Alors on a mis en place, et ça je le montrerai demain, c'est un site qui s'appelle Apprendre à apprendre, dans lequel on a essayé de structurer ça, parce qu'on sait que c'est un élément un petit peu... je ne sais pas si on arrive bien à le lire, je vais passer la diapo suivante où on voit bien les étapes. Donc les étapes, ça c'est un site, hein, donc vous pouvez trouver d'ailleurs en tapant Apprendre à apprendre livre, et vous aurez un diaporama, avec la visualisation sous la forme d'un arbre, c'est-à-dire que l'autonomie va permettre de grandir et de croître dans son apprentissage. Donc la première étape, c'est se connaître comme apprenant, connaître son profil, ses besoins, on les fait réfléchir à quelles sont mes stratégies, des tests aussi sur le type de support qui leur convient. Étape 2, les aider à réfléchir sur et dans l'action. Étape 3, utiliser des réseaux, des ressources. Ils ne sont pas tout seuls, parce que c'est important de le rappeler. Et étape 4, l'autonomie, finalement revenir sur ces notions, que eux-mêmes sachent de quoi on parle. Et étape 5, c'est la mise en place d'une méthodologie d'apprentissage sur laquelle s'appuyer pour la suite. Donc ça, c'est une piste, je parlerai de ça demain.
Et puis des éléments qui sont nouveaux, comme je vous disais tout à l'heure en introduction, dont on ne sait pas trop quoi faire, peut-être. Moi, que je serais intéressée de savoir si vous avez déjà mis en place des choses sur ce qu'on appelle formel, informel ou non formel. Donc, pour être bien au clair sur ce qu'on entend par formel, informel, Europa.eu a mis en place un tableau, par exemple. Donc, ce qui serait formel, c'est ce qui est pris en charge par l'établissement avec l'objectif structuré, avec un apprentissage intentionnel. C'est bien clair. Le non formel, c'est structuré et c'est intentionnel, mais ça n'est pas pris en charge par l'établissement. Donc c'est par exemple un apprenant qui va utiliser Duolingo en complément. Il va bien sûr Duolingo avec l'intention d'apprendre quelque chose. Mais c'est en marge, c'est en plus. Et puis l'informel, pour clarifier bien les choses, c'est rien de tout ça. C'est-à-dire que c'est quand on apprend simplement parce que, comme je vous disais, on part en vacances dans un pays qui parle une langue étrangère, ou qu'on apprend dans un dîner avec des amis où on parle un petit peu toutes les langues. Hein, donc ce sont des moments qui n'étaient pas prévus pour l'apprentissage, mais où il y a bien apprentissage. Et ce sont des éléments importants à intégrer dans le parcours de formation. Alors, sachant que ces notions, ces trois notions, commencent déjà à être déconstruites et reconstruites, et parce que de plus en plus on intègre de l'informel, par exemple des cafés-langues. Un café-langue, à la base, c'est complètement informel. Le but, c'est de boire un café, discuter dans les langues qu'on veut pendant le café. Et puis, maintenant, on l'intègre un petit peu, on le prend en charge, on l'organise. Donc, d'autres chercheurs, comme les Carré, préfèrent parler de semi-formel. Bon, là, c'est une question, je dirais, de dénomination. Alors, pourquoi parler de modélisation pour appréhender tout ça? La modélisation, c'est la lecture de ce qui est appréhendé et c'est un outil d'aide à la décision. Alors, ça peut paraître un petit peu comme ça abstrait, mais on a tous vu un jour le triangle de Husserl, hein, avec les trois pôles, apprenant, enseignant et ressources, hein, ou savoir. Ça aussi, c'est déjà un modèle. Hein, donc, il ne faut pas imaginer quelque chose de très complexe à utiliser. Mais ça permet, c'est un outil de généralisation, de systématisation, hein, qui va nous aider à appréhender la situation d'apprentissage. Je vais accélérer. Donc on peut le construire autour de l'apprenant. Ce qui me semble important aujourd'hui pour un étudiant, quand on se pose les questions du dispositif qu'on va mettre en place, peut-être après une analyse de besoin, est-ce qu'on va lui permettre d'apprendre en autonomie et quels outils métacognitifs on va mettre à disposition pour cet apprentissage? Quel va être le processus? Quel va être l'accompagnement qu'on va pouvoir lui proposer? Apprendre les langues, j'y reviendrai. Quelle langue? Quelle diversité de langues? Quelle diversité de registres? Et quelle diversité de prononciation ou de registres régionaux? Apprendre avec les technologies, qu'est-ce qu'on va mettre à disposition? Et puis toujours apprendre en contexte institutionnel, parce que c'est malgré tout la situation dans laquelle on est tous aujourd'hui. Je vais avancer. Alors, en forme de peut-être checklist, hein, je propose d'appeler ça le modèle Aladdin, qui permet, par son acronyme, de réfléchir aux questions d'apprentissage des langues en autonomie dans un dispositif institutionnel avec le numérique. Je vais passer sur la complexité et revenir donc aux questions auxquelles on va essayer de répondre. Quelles modalités d'apprentissage on préconise? C'est-à-dire, quelles sont, par exemple, les méthodes que vous avez choisies d'utiliser dans vos cours? Sur quelle théorie d'acquisition d'apprentissage est-ce qu'on s'appuie? Quel courant méthodologique, dans quel courant méthodologique on se reconnaît, avec la dominance de certains courants, mais aussi des choix, hein, qu'on peut faire, puisque j'ai entendu ce matin que vous avez fait des choix de méthode. Donc voilà, à un moment donné, on revendique une approche, mais c'est bien que ce soit bien clarifié si on monte le dispositif pour le construire de façon clarifiée. Quelle langue? Comme je vous disais tout à l'heure, quelle langue enseigne-t-on? Parle-t-on de langue générale, de langue de spécialité? Est-ce que c'est du français sur objectif spécifique, du français sur objectif universitaire, du français pour le tourisme, voilà, hein, donc ça va changer la donne aussi et changer les ressources qu'on va mettre à disposition.
la langue peut être vue aussi comme un objet social. On parlait tout à l'heure de plurilinguisme. Est-ce qu'on est dans un projet de société plurilingue? On a vu que c'était compliqué aussi, c'était bien montré sur la petite vidéo ce matin pour la Belgique, hein, par exemple, ou la Wallonie plutôt. C'est un objet spécifique, parce que la langue, c'est à la fois l'objet d'apprentissage et le moyen d'apprentissage, ce qui en fait un objet particulier. C'est un objet renouvelé, parce qu'on peut apprendre à distance, on peut apprendre par le biais de forums, sur des blogs, donc avec des interactions avec des locuteurs natifs qu'on ne rencontrera jamais, mais avec lesquels on apprend. Hein. On sait aujourd'hui que, par exemple pour l'anglais, avec les jeux vidéo, on voit vraiment une croissance, enfin, une amélioration ou peut-être un enrichissement de certains domaines de vocabulaire, hein, de certains domaines lexicaux, avec des enfants qui utilisent l'anglais au quotidien. On ne parle pas des séries américaines pour ce qui est de l'anglais. Et puis un objet qui échappe à notre seul contexte d'apprentissage. Hein, donc, définir ce volet L de la langue. L'autonomie, j'en ai déjà beaucoup parlé, je ne vais pas revenir, mais l'autonomisation comme un processus que l'on peut entraîner. C'est-à-dire qu'on n'est pas autonome, on est l'apostrophe pas autonome ou pas, on peut le devenir, ça s'entraîne, et c'est important de le garder en tête. Le dispositif qu'on va mettre en place, quels sont les moyens dont on dispose pour le monter, et quel est le soutien de l'institution qu'on peut avoir. Alors, juste sans vous faire peur avec ces sous-composants, si on imagine que chacun de ces termes de Aladdin est un des éléments, ce qui est important, c'est qu'au niveau macro, au niveau institutionnel, ce qui est entendu par exemple, et ce qui est très important, c'est pour ça que c'est en avant, par exemple si on prend le cercle vert en haut, l'autonomie, par exemple, on voit dans les dernières directives, peut au niveau micro n'être pas si important, hein, où on ne lui donne pas le même sens, la même signification. Donc, même si on utilise les mêmes mots, on ne parle peut-être pas de la même chose, et selon la temporalité, ça n'a pas la même importance dans la structuration du dispositif qu'on est en train de créer. Peut-être qu'on pourra échanger dans les ateliers sur le choix des nouvelles méthodes, quelle incidence ça peut avoir sur vos propres usages, hein, donc les conséquences que ça peut avoir. Alors, je vais passer ici. Donc en fait, cette illustration qui vient de Toffoli, l'apprenant est là au milieu et on lui met à disposition des ressources formelles, informelles. Il a des ressources en ligne, il a un enseignant, il a des ressources qu'il peut trouver par lui-même, et il a un parcours qu'on peut accompagner par le développement de l'autonomie. Et donc, la question qui va se poser, donc effectivement, c'est comment encadrer ce parcours, comment l'accompagner pour parvenir à articuler le développement de l'autonomie langagière et de l'autonomie d'apprentissage, qui sont finalement les deux éléments clés pour la construction du dispositif. Alors, en guise de conclusion, quelles applications concrètes? Je voudrais simplement rappeler que tout modèle ne doit pas être vu comme une norme, comme un objectif à reconstruire ou à reproduire, mais bien à s'approprier, mais comme des éléments qui peuvent aider à prendre du recul par rapport à ces pratiques, hein, parce que se reposer ces questions essentielles de quelle est la langue, quels sont les moyens, quels sont les objectifs, de quel temps dispose l'apprenant pour apprendre en autonomie, quel temps lui demande-t-on de consacrer à cela, et croiser ces critères pour la construction du dispositif. Et je voulais simplement vous inviter au congrès Radaclès qui aura lieu en novembre 2000 sur la discontinuité des apprentissages, et au sein duquel on pourra continuer à réfléchir à ces approches par compétences, les différentes articulations sur la discontinuité des parcours d'apprentissage. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et je voudrais pouvoir échanger avec vous. Merci beaucoup, Annie. Nous avons peut-être 10 minutes à peu près d'échange.
vous avez des questions, des réactions. Encore merci pour votre attention. Je vais vous demander, est-ce que vous observez des différences dans l'adoption de ces nouvelles approches en termes de génération, chez les adolescents, chez les adultes? On voit souvent des personnes un peu plus âgées qui vont dire ah, moi je suis vieux, c'est plus difficile d'apprendre à mon âge et tout. Et qui vont se dévaloriser en plus par rapport à des jeunes générations, par rapport à l'adoption de tel ou tel médium ou application. Et puis à l'opposé, on pourra alors rétorquer que non, il y a des jeunes générations qui peut-être ont pas le même historique et travaillent en termes de focus. Vous parlez d'objectifs, d'écrire en plus ces objectifs. Donc qu'est-ce que vous observez, vous? Est-ce que vous en observez déjà des variations générationnelles? Vous avez parlé d'adolescents par rapport à l'anglais, mais dans cette approche plus globale que vous avez illustrée. Alors, c'est ce que j'évoquais en fin de présentation. C'est vrai que le recours aux applications, par exemple, c'est vraiment quelque chose qui est alors on parle de la génération Y, Z, enfin on ne sait plus trop, qui a recours au numérique de façon tout à fait naturelle, on va dire, qui va chercher j'ai envie d'apprendre les langues, tiens, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui existe en ligne, je vais le chercher. Le problème, c'est qu'on sait aussi qu'en ligne, on a du bon, mais on a du moins bon. Donc c'est pour ça que l'idée qu'il y a derrière tout ça, de s'approprier aussi un petit peu, de ne pas laisser de côté cette partie de l'apprentissage, c'est parce qu'on sait qu'ils le font effectivement aujourd'hui. On peut observer chez les plus jeunes, chez les adolescents ou les jeunes adultes. Alors moi, le contexte que je connais le mieux, c'est celui de l'université, mais donc qui arrivent par exemple en licence 1, ils ont 18-19 ans, même pas. Ils ont recours de façon naturelle à des ressources. Alors évidemment, peut-être c'est plus facile en anglais qu'en français, il y a peut-être moins par exemple, pour les jeux vidéo, c'est plutôt l'anglais qui va être favorisé, mais ils ont l'habitude d'interagir en ligne. Pour le tandem, j'étais très étonnée. Beaucoup d'étudiants aujourd'hui disent « Ah, moi je fais du tandem, là j'ai pris, il y a une application qui s'appelle Tandem, régulièrement j'y vais et puis je contribue. » Eux-mêmes, maintenant, vont faire un tandem sans qu'on ait eu besoin de les envoyer. Alors, après, l'application Tandem, voilà, il faut que ça reste linguistique. Beaucoup se plaignent que ça peut parfois être vu. Enfin, il faut cadrer les échanges, mais bon, ça c'est un autre problème. Donc oui, je dirais que aujourd'hui, ils ont plus que jamais le réflexe d'aller chercher en ligne de l'aide pour nourrir leur dispositif d'apprentissage. Donc la vraie question, la question qui m'interpelle aujourd'hui, c'est est-ce qu'on laisse ça de côté? Est-ce qu'on considère que ils le font s'ils veulent et puis ça nous regarde pas? Ou est-ce qu'on considère que notre rôle est justement de les accompagner dans ces usages, même si ce n'est pas nous qui allons leur dire d'aller utiliser ces applications, ou on va pas l'intégrer nécessairement au cours, mais je pense qu'il est de notre responsabilité alors je ne réponds pas tout à fait à la question, mais c'est un élément complémentaire que je voudrais apporter, et j'aimerais peut-être demain dans les ateliers pouvoir avoir votre point de vue. Qu'est-ce qu'on en fait de ça? Parce que de même qu'on disait, ils ont une langue maternelle, si on parle de langue étrangère, elle est là. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Et là, c'est pareil. On sait que ces usages sont là. Ils vont chercher des ressources ailleurs. Est-ce qu'on ne peut pas s'en saisir, s'en emparer? Alors, pas s'en emparer, comme je vous disais, pour le mettre au cœur du cours, mais pour les aider à bien les utiliser. Donc, les jeunes adultes aujourd'hui, oui, je pense que c'est naturel pour eux d'aller chercher de l'aide. Et puis dans le secondaire en France, il y a quand même un travail qui est fait je dirais plus récemment pour qu'ils aient un temps de construction de leur environnement d'apprentissage. C'est-à-dire qu'on les incite aussi à avoir des moments où ils peuvent faire ces choix. Donc ils viennent déjà équipés, je dirais conceptuellement, et peut-être plus ouverts à cette idée que il peut y avoir on peut articuler ces différents moments.
Alors pour les adultes, oui, c'est toujours sur les représentations un petit peu négatives, hein, de je suis plus capable, je sais pas faire, c'est difficile. Mais peut-être là aussi laisser cette marge d'autonomie et cette marge de réflexivité. C'est peut-être plus ça. C'est pourquoi j'ai fait ça comme ça. Parce qu'on a d'autant plus tendance à répéter ce qu'on sait déjà faire. Hein, on revient toujours sur les mêmes modalités de travail et donc peut-être là aider à déconstruire ces représentations par le biais de la réflexivité ou de la métacognition. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Nous avons le temps pour une question encore. Merci pour tous ces éléments, c'était très dense. Nous avons lancé des tandems il y a quelques années à l'Institut des langues vivantes à Louvain et on se rend compte qu'il y a deux évolutions. Ou bien ces tandems sont encadrés de façon formelle et font partie de l'évaluation certificative et donc évidemment là ils tiennent. Et de l'autre côté, nous avons des tandems qui sont tout à fait libres et qui eux vivotent. Alors je voulais savoir si vous aviez réfléchi sur cette question, si vous aviez quelque chose qui pourrait inciter les étudiants à tenir le coup dans leur tandem. Alors effectivement, on a constaté la même chose hein, dans les différents tandems qu'on a pu mettre en place. Les tandems libres, oui, ça dure une session, 2 sessions, et puis vite ça s'étiole. Peut-être parce qu'ils ne savent pas de quoi parler aussi. C'est-à-dire que c'est là qu'on voit que l'accompagnement peut être utile, au moins pour leur donner des idées de thématiques, parce que très vite ils s'épuisent. La première rencontre c'est facile, on parle de soi, enfin c'est facile, c'est pas forcément facile de parler de soi, mais on se présente, d'où je viens, etc. La deuxième, on peut parler peut-être d'un sujet d'actualité, et puis très vite, de quoi parle-t-on? Donc il y a quand même un certain nombre de ressources qui sont mises en ligne aussi à destination, je pourrais d'ailleurs en parler demain sur des idées de thèmes, une structuration qu'ils peuvent suivre ou pas. C'est-à-dire qu'au moins, ils ont un fil conducteur qui est possible. Parce que je pense que c'est ça, ce qui manque dans le tandem libre, on va dire, c'est cette progression ou un espèce de parcours proposé auquel ils pourraient se raccrocher. On a différentes formes. On a aussi le télétandem, d'ailleurs, qui à l'origine était le télétandem Brésil, hein, qui est parti de l'UNESP. Il y avait un fort réseau qui est parti de là. Marche bien aussi, mais encadré avec, par exemple, un nombre de sessions à faire. Déjà rien que ça, 8 sessions à faire sur un semestre. Ils les font quand ils veulent, tout seuls, mais il y a cette contrainte et ce recours à des notions ou des thèmes auxquels ils peuvent se raccrocher. Mais c'est vrai que quand ça se fait tout seul, enfin en autodidaxie pour le coup, ça dure pas longtemps. Alors j'avais vu une présentation, c'était à l'université de Barcelone qui faisait ça. Ils faisaient un espèce de tandem. C'était un MOOC tandem, ce qui peut paraître comme ça un petit peu étonnant. Mais en fait, quand ils voulaient faire un tandem, en fait, ils changeaient de partenaire à chaque fois. C'est-à-dire que, alors je ne sais pas si c'est une solution pour poursuivre, c'est-à-dire que si quelqu'un était en ligne, ils faisaient leur tandem à ce moment-là avec la personne qui était en ligne. Donc, mais par contre, il n'y a pas de progression et de développement des échanges. Donc je pense que il y a d'autres écueils. Mais au moins, il n'y a pas le risque, c'est qu'on fasse toujours la même chose à chaque fois. À chaque fois, on va se présenter, parler et on va tourner en rond. Hein. Donc oui, il faut là aussi justement de l'accompagnement et proposer des ressources. Et il y en a pour au moins qu'ils trouvent des idées pour avoir du contenu. Parce que ce qui va vite manquer, c'est du contenu. Sauf si ça devient amical. Mais là, du coup, voilà, ça ne devient pas toujours amical. Ça reste parfois quand même un peu contraint et scolaire. Et à ce moment-là, il faut les aider. Oui. Est-ce que Regina Rizzi est ici, par hasard? Non, visiblement non. Alors, je pense qu'on a le temps pour une question de plus, puisque on a un petit peu de retard sur... Est-ce que vous avez encore des questions? Est-ce qu'on peut prendre une question peut-être? Sachez qu'Annick animera 2 ateliers également demain. Vous avez probablement vu ça sur la programmation. Donc ce sera également l'occasion d'approfondir les discussions qui ont été débutées aujourd'hui. Je voulais juste te dire que demain je partirai vraiment de démonstration,
bon, on regardera par exemple le site Apprendre à apprendre. Il y a aussi un MOOC qui a été développé à Lille, Défi Delphes, qui est en cours actuellement. Donc, vous montrer un petit peu comment, malgré le fait que ce soit un MOOC, il y a des interactions qu'on puisse développer, comment on arrive dans quelque chose à aussi grande ampleur, malgré tout, de créer des interactions. Un dispositif hybride avec des grands nombres d'étudiants aussi, voir comment on peut arriver à articuler tout ça. Et puis d'autres, je vais essayer de montrer 5 ou 6 dispositifs de l'intérieur pour vraiment voir concrètement comment ça se passe. Merci beaucoup, Annick. Merci à vous également.